Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation hors des murs. Je m'appelle Claire, je suis pédagogue par la nature, cofondatrice d'une association qui organise des ateliers dans les bois pour les enfants et qui porte également un projet d'école en forêt. Je crée des supports pédagogiques autour du monde vivant et je suis aussi et surtout maman depuis 2 ans. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode, seul ou accompagné. Parents, familles, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Les conversations avec ces invités ont pour ambition de faire découvrir davantage l'éducation des enfants en extérieur et de parler du lien à la nature si précieux pour leur développement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Cécile, éducatrice de jeunes enfants et passeuse de nature dans la Vienne. Depuis 1 an, plusieurs fois par semaine, elle accompagne des familles à vivre des expériences en forêt à travers ses ateliers des bois. Avec Cécile, nous avons échangé sur son parcours, sur le lancement de ses ateliers, ainsi que sur la manière dont elle s'y prend pour les organiser et les animer, parce qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver quand on se lance. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Cécile, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer cet échange, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites et ce que tu fais dans la vie ? Alors moi j'habite dans la Vienne, à Chauvigny précisément, c'est à une demi-heure à l'est de Poitiers, Futuroscope. Je travaille depuis plusieurs années dans une association au service de famille en fait, que ce soit un accueil de loisirs maternels, 3-6 ans, les mercredis, petites vacances, grandes vacances. J'ai des collègues de relais, petite enfance, et j'ai une collègue aussi parce que je suis responsable du LAEP de cette association. Alors le LAEP, c'est un lieu d'accueil enfants-parents de la naissance à 6 ans qui s'inspire des maisons vertes de Dolto. C'est un lieu d'accueil enfants-parents itinérant sur 5 communes autour de Vouneuil-sur-Vienne. Et depuis 1 an, je suis passeuse de nature en forêt de Moulières. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail juste après, mais d'abord, la question que j'aime bien poser, c'est quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant ? En fait, je suis originaire du Nord. Alors, je sais pas si tu connais, entre Saint-Omer, entre Lille et Calais. Et c'est pas mal parce qu'il y a plein de possibilités de nature et là-bas, entre la mer, la campagne. Et en fait, j'ai souvenir des bois, alors plus précisément avec ma nourrice à l'époque, j'étais toute petite, hein, qui nous emmenait, ses fils et moi, tous les mercredis en forêt. Et c'est vrai que là, c'était l'explosion de joie pour moi parce que vivant dans une petite ville, j'avais pas forcément accès directement en nature. Donc là, ça m'a permis de prendre plein les sentiers. Ça s'appelle la forêt de Clermarais. Bon, voilà, pour ceux qui connaisseraient. Et je jouais les Robins des Bois, hein, parce que j'étais entourée de garçons. Alors, je me disais même que je voulais être garde forestière. Voilà, j'avais mon arbre, donc on grimpait aux arbres, on ramassait les pommes de pin, on faisait des courses, des cache-cache. Voilà, donc ça, c'est vraiment ancré. Et puis avec ma maman, les sorties à la mer, à Calais, là, voir la famille. La nature, c'est aussi avec mes grands-parents, parce que mes parents étant divorcés, j'allais souvent chez ma grand-mère. Et là, c'était la campagne, les balades en vélo, et avec les cousines, se faire des labyrinthes dans les maïs, un champ de maïs, faire des poupées de maïs, enfin voilà. Et même avec l'école aussi, on a fait je me souviens, un jour, il pleuvait, mais c'était le jour de l'herbier. Alors, on est parti dehors, sous la pluie, en forêt, ramasser des feuilles, les fougères, et ça imprègne beaucoup, quoi. Ah ouais, les cache-cache dans les labyrinthes de maïs, que de souvenirs, qu'est-ce que c'était bien. Bon, et puis du coup, plus tard, une fois adulte, quel a été ton parcours de formation et ton parcours professionnel qui t'ont amené à exercer les activités que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu veux bien en parler ? Bien sûr, on va dire que c'est plus un parcours classique, hein, d'études. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants.
J'ai passé mon diplôme au Centre régional de formation à la petite enfance de Lille et j'ai tout de suite travaillé en milieu associatif parce que ça apporte des valeurs qui me correspondent. Et bon, après, le lien s'est pas fait tout de suite parce qu'à Lille, c'est vraiment... j'étais citadine, hein, pleine métropole. Comment dire, on a la tête dans le guidon, hein, on se conforme au train de vie citadin. Et en fait, c'est à partir du moment où je suis tombée enceinte, donc là, c'est vraiment un cheminement personnel, où quand je suis tombée enceinte, c'est comment dire, grosse remise en question du lieu de vie, de l'éducation à donner à son enfant. Voilà, donc c'est là où j'ai fait ma rebelle contre la ville et l'éducation classique, on va dire. Euh, donc c'est vraiment une recherche de sens, de son moi profond. Donc et ben là a commencé en fait les recherches du cododo, de l'allaitement avec la Laity League, tout ce rattachement en fait à des choses plus naturelles avec le portage, les couches lavables pour le bébé et ensuite pour moi aussi, hein, avec les cups, les savons fait maison. Voilà, donc là, petit à petit, en fait, on va dire que la nature a repris le dessus, comme on dit, reprend ses droits sur ma vie. Et donc le déménagement dans la Vienne, s'apercevoir que les copines faites sur place ne vont plus à la piscine, vont en rivière. S'apercevoir on fait tout sur place en fait avec des réseaux d'entraide, avec la MAP pour les fruits, les légumes, voilà, donc c'est changement de vie et aussi ces questions de nature qui reviennent tout le temps, voilà, de se rapprocher de ce qui on est au plus profond. Et donc j'ai toujours travaillé en associatif et, et c'est à partir du moment où j'ai voulu avec d'autres personnes, d'autres familles, comment dire, des rencontres qui font dans la vie, qui font qu'on en arrive là. J'ai 3 enfants, des déménagements, et avec d'autres familles dans la Vienne, on a voulu créer une forest school. Et c'est cette-là, ça a vraiment ça a vraiment ancré chez moi un désir en fait d'aller dans cette direction-là. Donc, et que j'ai pris conscience que j'avais mis de côté ma passion pour la forêt. Donc, c'est en 2021 que je me suis formée par Éveil et Nature pour devenir une passeuse de nature. Donc, voilà. Et en fait, l'école en forêt ne s'est pas fait parce que nous sommes en France et c'est pas facile de trouver un terrain en zone naturelle constructible, quasiment impossible même. Et au moment où on avait trouvé l'endroit idéal, les familles ne nous ont pas suivis en fait. C'était trop loin en fait, voilà, par rapport à notre cercle de connaissances entre Poitiers, Chauvigny, Châtellerault, c'était trop loin, voilà. Donc moi je me suis retrouvée avec ma formation à terminer, ce que j'ai fait, et, euh, et là je me suis lancée. Je n'ai pas voulu reprendre le credo de l'association. Je voulais vraiment que ce soit comme moi, c'est-à-dire que allez hop, en idée, on y va, on file et on le fait, vaille que vaille. Donc j'ai monté une micro-entreprise tout simplement en septembre 2022. Voilà, et j'ai commencé les ateliers des bois, ça s'appelle, pour faire profiter les familles des bienfaits de la nature, et puis pouvoir aussi combiner mes 2 centres d'intérêt dans ma profession. Voilà, donc c'est une activité complémentaire à l'association Le Petit Prince, mais je m'y retrouve amplement, quoi. Et après, en formation, j'ai commencé en 2023 avec le réseau de la pédagogie par la nature. Voilà, donc j'attaque le 2e module en octobre. Voilà. Et mon credo, c'est la relation adulte-enfant durant les explorations en milieu naturel. Ça, c'est mon dada. Tes ateliers sont ouverts à quelle tranche d'âge? C'est de la naissance. J'ai un tout petit bébé qui vient de naître là. Alors pas dans les bois, mais, mais elle est venue. Il y a une maman qui est venue une semaine après la naissance. Et jusqu'à en IEF, alors j'ai un grand qui a 20 ans. Voilà, donc c'est vraiment intergénérationnel. Et j'ai des séances aussi intergénérationnelles, où les papis, les mamies, les tontons, les tatas viennent, voilà. Donc, si je comprends bien, tu accueilles des enfants de tout âge
mais pas forcément en même temps ou durant les mêmes ateliers. J'ai différents types de groupes. Alors, dans mon emploi du temps, hein, hebdomadaire, j'ai réussi à me dégager le vendredi et le samedi. Et de toute façon, il y a de la chasse dans la forêt domaniale le lundi et le jeudi. Donc voilà. Et c'est un bon créneau parce que le vendredi, bah, j'ai des familles, par exemple, de tout petits, de 0 à 6 ans. Et l'après-midi, j'ai des familles en IEF. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, l'instruction en famille, hein, c'est l'école à la maison. Voilà. Et parce qu'il y avait des demandes. Voilà. Et ensuite, le samedi, je retrouve les belettes, c'est-à-dire les 0-6. Et une fois par mois, j'ai un groupe le samedi après-midi intergénérationnel, donc les castors. Et là, je fais venir venir des intervenants professionnels ou amateurs, voilà, pour le lien avec la nature. Et j'ai un groupe aussi d'assistantes maternelles le vendredi matin, une fois par mois, voilà. Et parce que, pareil, voilà, c'était des demandes qu'on m'a faites et j'ai répondu. Je continue dans mes questions organisation parce que ce sont des choses qui se posent lorsqu'on se lance dans la création d'ateliers et qui peuvent d'ailleurs s'ajuster au fil du temps. Combien de temps durent les ateliers que tu proposes? Pour les tout petits, j'ai mis de 10 heures à 11h30, donc 1 heure et demie. Et en fait, le temps d'arriver sur le site, parce qu'il y a un petit peu de marche, et le temps de repartir, voilà, sur le site, en gros, ça fait un bon 3/4 d'heure. Et après, les plus grands, comment dire, le groupe IEF, c'est toute l'après-midi. Voilà, c'est un bon 3 heures. Et pour ce qui est du lieu, tu fais ça dans une forêt domaniale, c'est ça? Petite parenthèse, je me permets de prendre le micro au moment où je fais le montage de cet épisode pour préciser ce qu'est une forêt domaniale parce que ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde. En France, il existe plusieurs régimes de propriété forestière. D'un côté, les forêts privées, qui représentent les 3/4 du territoire forestier français, et de l'autre, les forêts publiques. Les forêts privées étant du domaine privé, elles sont gérées par leurs propriétaires, qui peuvent être des particuliers, des associations, des entreprises. Et pour occuper ces forêts, par exemple dans le cadre d'ateliers comme ceux proposés par Cécile, il faut préalablement obtenir l'autorisation du propriétaire. Pour ce qui est des forêts publiques, elles sont gérées par l'ONF, l'Office national des forêts, mais certaines appartiennent à l'État et d'autres appartiennent aux communes. Les premières sont dites des forêts domaniales, tandis que les secondes sont des forêts communales. Là aussi, si ces lieux sont ouverts à toutes et à tous pour se promener, dans le cadre d'une activité comme celle de Cécile, une demande d'autorisation doit être effectuée auprès des organismes concernés. Fin de la parenthèse. Oui, oui, tout à fait. En fait, tout s'est aligné l'année dernière. Au moment où j'ai reçu l'attestation de formation Éveil et Nature, je suis passeuse nature. J'ai des contacts qui m'ont ouvert les portes de l'ONF et je suis suivie par un garde forestier, voilà, Monsieur David, qui m'a soutenue en fait dans ce projet pour pouvoir plaider ma cause auprès de l'ONF de Poitiers et avoir une mise à disposition d'une parcelle en fait, voilà. Mais je l'exploite pas tout en entier. On reste vraiment sur un petit coin avec les bébés. Hein, on fait des balades, il y a pas de souci, hein, mais voilà. Donc c'est une chance. Ça, je mesure ma chance. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre que les choses peuvent se passer simplement, sans passer par des mois et des mois de prospection, de négociation, de démarches administratives, parce que c'est souvent le lot des personnes qui souhaitent s'installer dans un lieu boisé ou dans un environnement naturel plus largement, parce que entre les normes des espaces naturels, les temps de traitement de dossiers qui sont souvent très longs, des interlocuteurs qui ne sont parfois pas toujours sensibles et sensibilisés à ce type de projet, une simple recherche d'un bout de forêt dans une forêt publique pour y organiser 2 heures d'atelier par semaine peut se transformer en une longue traversée du désert. Donc c'est rassurant
et motivant d'entendre que ça peut se faire plutôt facilement. Alors après, j'ai pas enfin, il y a une condition, hein, il y a une convention signée. Je n'ai pas. En fait, le deal, c'est de pas laisser de traces de ma présence. Donc effectivement, il y a quand même le tassement de terrain, mais je ne laisse ni le hamac, ni les structures, ni la cuisine debout. Enfin voilà, je suis obligée de tout enlever à chaque fois. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces installations éphémères? Oui, je prends l'habitude en fait pour les enfants de mettre des repères et effectivement donc ce qui est mobile, c'est les hamacs, ce sont les hamacs, la cuisine debout avec des casseroles, des poêles, des petites recettes. Ce qui reste sur place, par contre, j'ai eu le droit de, sous les conseils du garde forestier, il m'a indiqué les arbres où je pouvais mettre des balançoires. Alors il y en a deux, une petite et une grande. Et alors balançoire, j'appelle c'est Homère, hein, c'est des cordes avec un bout de bois, hein, voilà. Mais bon, ça a permis aux enfants de voir un peu comment on fait les nœuds en fait pour fixer. Et puis j'ai le camp en fait quand il pleut, j'ai soit un tarp, soit la bâche, hein, mon abri bleu comme j'appelle, c'est une bâche bleue, voilà, qui est quand même très grande euh, pour abriter les plus petits. Voilà. Et puis les tapis, les marionnettes, le kamishibai, voilà, c'est des petits rituels que je mets en place. Est-ce qu'il y a un espace en particulier que les enfants exploitent plus qu'un autre? Oui, bah oui, la cuisine debout, ça, c'est. Et j'ai découvert, hein, c'est vrai, hein, je pensais que c'était plus pour les tout petits. Et ben non, j'ai vu que les adolescents, les préadolescents et les adolescents même s'attardaient dessus et faisaient des gâteaux d'anniversaire, imaginaient des histoires. C'est fou ça. C'est vraiment un lieu où il se passe beaucoup de choses parce qu'ils font travailler leur imaginaire, mais c'est aussi un lieu social parce qu'ils coopèrent, ils échangent. C'est assez fantastique à regarder ce qui se passe autour d'une cuisine debout. Et oui, effectivement, au niveau des tranches d'âge, ça plaît très tôt jusqu'à très tard. C'est magique, c'est vraiment magique. Je pensais pas à ce point-là, mais on a des coopérations, on a de l'entraide, on a du soutien, des enfants qui ne se connaissent pas, qui se mettent à faire des recettes et aller chercher des ingrédients et s'entraider dans la recherche pour faire les cuillères avec des bouts de bois, et ils se montrent des histoires. C'est vraiment et même les parents s'y mettent. Et ça, dans la relation parent-enfant, ça, j'adore. J'adore voir ça. L'observation et les photos, je mitraille. Je suppose que tu as un sac à dos quand tu pars en atelier. Quels sont tes indispensables, le matériel que tu emportes à chaque fois? Alors, en plus du sac à dos, j'ai le petit chariot qui m'aide beaucoup. Parce que ben, au départ, quand tu commences, bah, tu fais à la main. Donc, décharger et charger les caisses entre la voiture et le terrain, j'ai fait 2 fois. Je me dis non, 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 on va trouver autre chose. Donc le chariot, c'est un chariot de jardinage, hein, structure métallique, pliable, avec un tissu rouge, voilà. Et dedans, bah, c'est les couvertures, c'est quand il fait froid, le thermos, le kamishibai, les histoires, tout le matériel pédagogique du thème du jour pour rechercher des indices d'animaux, pour les insectes, les papillons, voilà. Et puis bah, le matériel lourd, hein, l'abri bleu, la cuisine debout, ça c'est aussi ça prend de la place. Et du coup dans le sac à dos, bah, c'est les fiches d'inscription, les livres, beaucoup de livres, ça sur de la nature. Et, et puis bah, des petites collations aussi, des pommes, des noisettes, des fruits secs, voilà, tout ce qui plaît. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un kamishibai? Ah oui, pardon. Donc en fait, c'est une technique pour raconter les histoires. Au lieu d'avoir le livre, j'ai acheté en fait un théâtre de bois, voilà, avec deux petites portes qui s'ouvrent. Et donc l'enfant regarde l'image et moi j'ai le texte derrière et je fais défiler les images. C'est une technique japonaise.
Alors, comment tes ateliers se déroulent-ils? Est-ce qu'ils ont une structure particulière? Ben, de par la formation, passeur de nature, je combine en fait les 2. Moi, je suis éducatrice jeunes enfants, j'adore aussi animer et bah, forcément, voilà, il y a plutôt, un temps de rassemblement pour se dire bonjour avec une petite chanson. J'amène le thème du jour par le kamishiba et l'histoire du jour qui est en lien et après, je propose une activité, ou 2, mais c'est des propositions. C'est-à-dire que l'enfant est vraiment libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et souvent d'ailleurs, on se retrouve entre adultes, mais c'est pas grave. Hein, j'explique aux parents, il vaut mieux que ce soit vous qui soyez motivés. Et après, l'enfant revient en fait vers vous quand il voit que c'est intéressant, que vous êtes passionné, que voilà. Et puis le temps de jeu libre aussi est important parce que c'est ça qui permet à l'enfant de se sentir vivre sa séance en fait. En forêt. Et c'est ce que j'explique aux parents, c'est qu'en fait, entre le temps d'école, la voiture, la maison, les activités de judo ou de foot, il y a toujours cette histoire de, ben voilà, c'est l'heure de faire ça, c'est l'heure de faire ci. Et là, ils sont libres. Et certains ont du mal, en fait, au début, à retrouver, enfin, découvrir cette liberté pure. Et j'ai beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, le rôle aussi du passeur de nature, c'est de prendre le temps, c'est de découvrir le slow, de ralentir le rythme. Et ça, pour ça, la forêt, ça joue beaucoup, hein, l'atmosphère qui dégage et c'est vraiment passionnant de voir ça, de voir l'évolution en fait des enfants dans la nature. Voilà, donc après, il y a aussi, alors je mets en place aussi ce qu'on appelle un parachute. Alors je sais pas si tu connais, c'est une grande toile de toutes les couleurs et c'est aussi un temps de rassemblement où je fais des bulles, on chante des chansons de saison. Voilà, c'est très sympathique. Et par exemple, un enfant qui viendrait te voir en disant qu'il s'ennuie, qu'il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu lui proposes? Ben, en général, je lui demande ce qu'il faisait avant et ce qu'il aurait envie de faire. Et je lui apporte pas la solution en fait. Pour moi l'ennui c'est important aussi et ça permet à l'enfant de se poser un peu et d'observer, de réfléchir et de vivre l'instant présent sans forcément se poser de questions. Mais c'est vraiment c'est un état d'esprit aussi. Hein, l'ennui c'est et en fait il se trouve toujours une action à faire ou une poésie à relever là-dedans. C'est vraiment... Non, non, je l'incite pas, en fait, à faire quelque chose. C'est à lui, en fait, à trouver ses ressources. C'est vrai que dans un fonctionnement où il faut toujours remplir les vides absolument tout le temps, tu parlais des nombreuses activités qu'ont les enfants, l'école, les activités extrascolaires. Eh ben, ces moments en forêt sont des moments qui sont un peu hors du temps. Et quand on instaure des temps de jeu libre, qui sont idéalement plutôt longs, parce qu'un temps de jeu libre de 5 minutes va plus frustrer qu'autre chose, mais quand on est sur des temps plus longs, ça change le rythme du quotidien et les enfants comprennent assez rapidement qu'on n'attend rien d'eux à ces moments-là. Et donc ils peuvent lâcher. Et dans des semaines ultra remplies, où certains enfants enchaînent l'école, les activités extrascolaires après l'école, le mercredi matin, puis après-midi, et le samedi rebelote. Moi, j'ai vraiment été frappée il y a quelques semaines à l'occasion de 2 forums d'associations que j'ai faits pour présenter les projets de Poule Renard Vipère, qui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, est l'association par laquelle j'organise et j'anime aussi des ateliers dans les bois. J'ai été frappée par cette espèce de nécessité, de pression que se mettent les familles pour remplir le planning de la semaine avec plein d'activités différentes, de la musique, de l'escalade, de la danse, du yoga, du club cinéma et des ateliers dans les bois qui peuvent se rajouter sur la liste, sauf que ces moments en forêt se déroulent sur un autre tempo, plus slow, tu l'as dit tout à l'heure, et ils deviennent finalement un vrai temps de respiration et de décompression
pour les enfants et les parents qui peuvent alors refaire connaissance avec l'ennui et apprendre à accepter les vides pour se sentir mieux après. En général, c'est les parents qui me font des retours quand ils viennent aussi, ils viennent d'abord pour eux parce qu'ils ont connu eux la nature hein, dans leur expérience et ils se retrouvent en ville, en appartement ou autre et ils veulent vraiment reconnaître, revivre ça, ces instants de forêt et faire découvrir ça à leurs enfants parce que ben ils savent, ils sont sensibilisés déjà à l'importance de l'éducation en nature et ils veulent retrouver déjà ces sensations-là qu'ils avaient vécu auparavant. Et ça, c'est fort, c'est bien. Tiens d'ailleurs, c'est une forêt que tu connaissais bien déjà avant de faire ta recherche de lieu? Pas du tout, je suis pas du coin et du coup, ben, j'ai dû découvrir, voilà, exactement. Alors oui, si, je la connaissais un petit peu, mais pas à ce point-là. Du coup, je découvre des choses avec les familles. Et c'est ça aussi le principe de passeur de nature, c'est on ne peut, enfin moi je suis pas biologiste, je suis pas naturaliste, je découvre en même temps que les familles. C'est ça qui est aussi intéressant d'évoluer ensemble et de découvrir par exemple les asphodèles, voilà, de prendre des renseignements la semaine suivante et puis de réexpliquer. C'est c'est des liens, ce sont des liens concrets. Créer et organiser des ateliers en nature, en l'occurrence des ateliers dans les bois, ça demande beaucoup d'investissement au démarrage. Alors c'est le cas de la plupart des nouvelles activités, professionnelles dans lesquelles on se lance. Mais c'est vrai que, bien souvent, dans l'imaginaire collectif, animer des ateliers pour les enfants en extérieur, c'est surtout passer du bon temps et arriver avec une mallette à outils remplie de bonnes idées et d'activités toutes faites. Alors effectivement, c'est beaucoup de bon temps, mais les activités, il faut les penser, il faut les créer, les organiser. Est-ce que tu t'es déjà posé pour évaluer l'investissement que le lancement de ces ateliers a pu te demander? Investissement en temps notamment, et comment est-ce que tu organises ta semaine entre la préparation des ateliers et le moment où les ateliers ont lieu? En temps, c'est un peu énorme, je pensais pas, mais ça vaut le coup parce que j'ai pas l'impression de travailler, hein, c'est Confucius qui le disait, hein, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler. Et on a l'impression qu'on est tout seul, mais on ne l'est pas. J'ai sympathisé avec Sandy en fait de Mille et une pousses et c'est aussi une pédagogue de la nature. On s'entraide. Enfin, elle m'aide aussi, elle me guide aussi sur ses expériences. Pas hésiter à interroger celles qui ont l'habitude. Et ensuite, on a un réseau alors ça s'appelle les buissonniers de l'Ouest, où nous sommes de plus en plus nombreux en fait à, à vouloir et à proposer des ateliers nature, alors que ce soit dans les fermes, dans les campagnes, en mer, et enfin, je veux dire à la plage. Hein, et sinon, au niveau de la semaine type, l'organisation, bah, comme je partage aussi mes activités professionnelles, je consacre vraiment mes week-ends enfin, à établir les thèmes du mois d'avant, des mois d'après, pardon. Et c'est vraiment, ça me prend un mois. Hein. Entre le fait de penser l'animation, de savoir d'avoir l'idée et de le mettre en place avec tout le matériel. Alors moi, je débute, donc forcément, ça me prend plus de temps à créer parce que je crée en fait mes kamishibai, hein, je crée mes histoires. Voilà. Et il y a toute la communication, en fait, tout le travail de communication entre répondre aux mails, faire la com, c'est-à-dire les flyers, la pub, aller en fait chez les commerçants, déposer les flyers, euh, se tenir au courant en fait de ce qui se passe aussi autour, dans ta région ou en France ou à l'étranger. Ça prend du temps. Facebook, Insta, qu'est-ce qu'on a en fait, on est multicasquette dans l'animation, puisque ben on chante, enfin moi je chante beaucoup, hein, j'adore ça. Les histoires, on raconte des histoires, donc le choix des histoires, la confection du kamishibai, ça prend du temps. Tous ces petits rituels aussi qu'on instaure, mais qu'il faut aussi faire évoluer.
Ça prend du temps aussi à les trouver. On a une casquette aussi de gérant, hein, puisque comme en micro-entreprise, il faut pas oublier l'URSSAF, il faut pas oublier toutes ces petites choses euh, qui sont pas forcément très intéressantes, mais il faut le faire. Et on a aussi à se manager soi-même aussi, hein, être toujours prendre soin de soi. Et en fait, ça rejoint un peu la pédagogie par la nature, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la nature. Et c'est pas évident à tout conjuguer. En plus, avec la vie de famille, les 3 enfants, la maison, voilà. Mais ce qui prend plus de temps, non, c'est la communication. Franchement, c'est ça en fait. Puis c'est pas mon job non plus à la base. Donc on apprend sur le tas et à faire des flyers, à faire des à se vendre, c'est pas évident non plus parce que pour attirer moi je suis convaincue du bienfait de la nature, du bienfait de la forêt, du bienfait sur le développement de l'enfant, ça c'est évident. Je suis déjà là-dedans, mais pour certains, c'est un pas à faire et c'est pas évident. Souvent, il y a le garde forestier qui me suit me dit 98%. C'est énorme, 98% des gens qui vont en forêt font toujours le même trajet. Donc ça veut dire qu'il y a pas beaucoup de gens s'aventurent dans les bois. Et c'est tout ce travail aussi de réappropriation des lieux, de la forêt qu'il faut faire, voilà, par l'éducation, par la communication, pour amener en fait les parents à passer le cap. C'est pas évident. Pour le groupe d'enfants en IEF que tu accueilles, est-ce que les familles ont des attentes particulières par rapport à celles qui viennent vivre des ateliers extrascolaires pour les différencier? Alors, dans les attentes exprimées, oui, il y en a beaucoup, notamment tout ce qui est instruction en fait, hein, c'est vrai, hein, la faune, la flore, les jeux collectifs aussi, ça m'a été demandé euh, de jouer ensemble, tout ce côté socialisation. Et ensuite, c'est un groupe assez particulier. Alors, j'annonce 14h-17h, mais en général, ils arrivent 14h30, 15h, et on repart, il est 18h. C'est des familles extra, elles ont besoin en fait de se rencontrer de façon hebdomadaire et souvent on se retrouve à tchatcher entre maman, papa et le chien aussi, hein, j'accepte aussi les animaux. Et les enfants jouent librement, comme la semaine dernière, c'était le thème, c'était théâtre de bois en fait, et tous ensemble ils ont monté les bûches, les troncs pardon, les branches de bois, et pour fabriquer entre deux arbres un théâtre. Ils ont pris les peluches, ils ont fait une représentation. C'était pas du tout, voilà, il y a beaucoup de spontanéité chez eux et c'est une autre approche. Famille UF, mais voilà, je connaissais parce que j'ai dû déscolariser mon fils en 2021 et j'ai découvert ce monde parallèle, comme je dis, hein, d'entraide, de solidarité et des attentes. Ouais, il y en a quand même pas mal. Surtout un moment de détente pour les parents et de reconnexion à la nature, plus. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour définir les thématiques de tes ateliers et les activités que tu proposes? L'inspiration, déjà, quand j'ai commencé, c'était vraiment le saisonnier et de suivre un peu ce que proposait tout clairement, hein, j'ai suivi la formation, hein, éveil et nature, donc avec le matériel en fait pédagogique mis à disposition. Donc j'ai créé le matériel pédagogique et de là découlent en fait les activités, hein. Et après, c'est toute une richesse d'échanges qu'on a dans notre réseau en fait, sur Facebook, Messenger. Voilà, et puis les idées, j'en manque pas. Donc et puis je me nourris aussi de ce que veulent les enfants, me proposent aussi les enfants dans les séances. Et ça, c'est la dernière fois, c'était une piñata parce que c'est vrai que
les premières fois où les enfants viennent en forêt, que ce soit des tout petits ou des grands, ils sont tellement enfin entre guillemets hein, lâchés dans la nature. Le bois, un bâton, ça sert pour eux, c'est pour taper les arbres, taper et même parfois se taper entre eux. Mais donc c'est pour ça on a créé une petite charte aussi avec eux pour voilà, dire qu'il y a des petits peu des règles, même si on est en forêt. Et au fur et à mesure, ça se construit. Euh, donc là, en fait, l'idée, moi, j'observe beaucoup les enfants, leurs besoins du moment, et c'est après, en fait, où je trouve l'inspiration pour trouver, pour les accompagner, en fait, dans leurs activités. Voilà, je sais pas. Tout ce que je propose, c'est à la fois de ce que je pars de ma forme, de ce que m'apportait la formation, et à la fois des observations des enfants. Et puis je me suis aussi inspirée d'un monsieur qui s'appelle Hervé Brugnot. Bon, voilà, je le suis sur YouTube ou sur Facebook. Et parce que dans certaines situations, certains, par exemple Louis Espinassou, voilà, il prône le fait que la nature apporte déjà en fait ce matériel. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour s'amuser dans la nature. Et c'est vrai. On le constate au fur et à mesure. Après, j'aime bien apporter des loupes, des microscopes, des choses pour approfondir. Mais l'enfant, en fait, a vraiment. La cuisine debout, c'est un exemple phare. Ce type, c'est voilà, de la terre, de l'eau. Effectivement, il n'en faut pas beaucoup plus pour jouer. Bon, quand tu as démarré tes ateliers, tu travaillais déjà avec des enfants et tu avais déjà une bonne expérience derrière toi. Mais est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu te sentais lors de ton premier atelier dans les bois? Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier que tu voudrais nous partager? Ben, le premier atelier que j'ai animé dans les bois, c'était le 2 septembre 2022 et il a plu. J'ai à peine fini l'accueil du groupe, l'histoire de Karanka Mishibai, qu'il a commencé à tonner et à pleuvoir. Et je n'avais pas du tout l'expérience de l'abri, de la bâche en fait. Et j'avais juste monté les faîtières entre deux arbres en fait. Et on a dû en catastrophe, heureusement qu'il y avait des papas, on a dû en catastrophe dérouler cette grande bâche bleue et abriter tout le monde. Il y avait un petit bébé de même pas 3 ou 4 mois. La mère l'allaitait en dessous. Il pleuvait tellement que ça gondolait. En fait, on était obligé de tenir la bâche entre papa et moi pour faire tomber l'eau. Les enfants étaient trempés. Et en fait, un groupe de mamans et d'enfants de tout petits sont restés sous la bâche, mais les grands, franchement, il pleuvait des cordes. Ils étaient en train de monter leur cabane. C'était la première, première séance et ils voulaient monter leur cabane. Donc, voilà, ils étaient trempés jusqu'aux os, mais c'était leur cabane. Ah ouais, c'est un atelier qui marque, effectivement. J'ai ressenti, c'était vraiment une cohésion. C'était très fort parce que je me suis dit, mais mince, ils sont là, ils restent à mon atelier que j'ai mis en place, que j'ai réfléchi, que j'ai eu des efforts pour ça et c'était récompensé parce que et voilà et des mamans m'ont dit ben premier atelier atelier pluvieux atelier heureux hein mariage. Puisque tu parles de pluie, est-ce que tes ateliers ont lieu toute l'année? Toute l'année non parce que je suis en forêt domaniale, je ne peux pas faire de feu et donc je m'arrête janvier-février. Il ferait vraiment trop froid et je reprends en mars. Alors je fais septembre-décembre et mars-juin. Voilà. Après, juillet-août, moi, enfin, comme je travaille en centre de loisirs, voilà, je peux pas me diviser. Et c'est dommage parce que la forêt, c'est quand même un des meilleurs endroits où aller quand il fait très chaud l'été. Moi, j'en ai profité pour faire un pique-nique en mois de juillet pendant mes vacances avec les familles et une balade sensorielle au mois d'août pendant mes vacances avec les familles aussi.
Avant que l'échange ne touche à sa fin, je prends une seconde fois le micro post-enregistrement pour vous transmettre quelques informations et précisions que Cécile tenait à partager et que nous n'avons pas évoquées lors de notre discussion. Outre les ateliers hebdomadaires qu'elle propose en famille, Cécile fait également des interventions dans des structures d'accueil de jeunes enfants, dans des écoles, des médiathèques ou encore des MJC. Et ce, parce qu'après seulement quelques mois d'activité, elle a reçu de nombreuses demandes. Les ateliers dans les bois, ça plaît. Et pour favoriser la récurrence du temps passé en milieu naturel, Cécile a fait le choix d'adapter ses tarifs. Son leitmotiv, des jeux en forêt pour tous. Et pour l'accompagner dans ces moments en forêt, elle peut compter sur Loucureuil, la mascotte des ateliers baptisée ainsi par les enfants et que vous pouvez retrouver sur la vignette de l'épisode. Fin de cet aparté. Cécile, notre échange va bientôt toucher à sa fin, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un conseil à partager à des familles ou à des professionnels qui auraient envie d'emmener des enfants régulièrement dans les bois? Je dirais oser se lancer. Oser se lancer, s'élancer, vivre ce dont on se nourrit et avoir envie vraiment de concrétiser nos rêves, on va dire. Eh bien, merci pour ce conseil et merci Cécile pour le temps que tu as accordé et pour ton partage. Merci Claire, c'est une opportunité pour moi, c'est pas évident, mais voilà, j'ai osé, comme on dit. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir, ça n'est que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.